Vous savez, moi je dis que la médecine moderne, ça a démarré vraiment à partir de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est là qu'on a vu l'évolution des antibiotiques, parce qu'avant, tout le monde se faisait traiter avec des plantes médicinales. Mais on constate avec, par exemple, les impacts du changement climatique, il faut revenir aux sources. Et c'est là, effectivement, où on doit incorporer de plus en plus les données traditionnelles, les façons que les gens se servaient de la nature pour leur survie, et incorporer, intégrer l'homme au sein de l'environnement, parce que nous faisons un maillon très fort au niveau environnemental. Nous sommes partie de l'environnement. Et peut-être c'est cette démarche de sortir de l'environnement qui a fait que nous avons les impacts que nous connaissons à ce jour. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vérité dans l'usage des plantes médicinales, l'usage traditionnel. Alors je me suis dit, puisqu'il y a beaucoup de résistance pour utiliser ces plantes comme telles, alors je voulais savoir un peu plus, je voulais encadrer scientifiquement ces données traditionnelles. Alors je suis partie effectivement sur deux volets, c'est-à-dire les maladies infectieuses et puis les maladies non transmissibles. De fil en aiguille, j'ai procédé, j'ai évalué et c'est ça qu'en 2009, j'ai incorporé la société Centre de phytothérapie et de recherche. Et voilà, maintenant je suis là à valoriser effectivement ces recettes de grand-mère. Tous les chercheurs reconnaissent effectivement que la phytothérapie, c'est à la base de la médecine moderne. Alors décrédibilisé peut-être pour des besoins plus mercantiles, mais tout le monde reconnaît, tous les scientifiques, tous les chercheurs reconnaissent maintenant l'importance des tradipraticiens, l'importance de ces données traditionnelles. Vous savez, il y a effectivement un volet mysticisme. Mais au-delà de ça, il y a des vérités, beaucoup de vérités dans l'usage des plantes. Pourquoi ça a été marginalisé? Là, on peut retrouver un peu des lobbies qui se mettent en place, qui ne veulent pas que cette médecine émerge. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est le consommateur qui est demandeur. Et heureusement pour nous, parce que s'il n'y avait pas cette démarche de la part des consommateurs, on ne serait pas, disons, avec cette prise de conscience planétaire pour sauvegarder la biodiversité. La biodiversité, pour moi, c'est l'ensemble du vivant qui sert le vivant. Alors, sans la biodiversité, on est tous morts. D'accord? Il n'y a pas de vie sur Terre. Et là, quand vous parlez de projet fait de biodiversité, ma mission ici au CIRAD, c'est effectivement de regarder au niveau de la base de données. Comment on documente, pourquoi on documente et pourquoi on doit continuer à documenter. Parce que vous savez, si on regarde la diversité biologique végétale, disons au niveau nutritionnel, nous dépendons seulement d'environ d'une trentaine d'espèces de plantes. Or, il y a beaucoup de plantes qui sont sous-utilisées, négligées. Donc, il y a effectivement cette éducation qu'on doit faire pour faire remonter effectivement ces plantes négligées et sous-utilisées au niveau du bassin océan Indien, entre autres. Le bassin océan Indien, c'est un des 25 points chauds planétaires au niveau de la biodiversité. Pour vous donner une idée, il y a 25 points chauds planétaires au niveau global. Et ça occupe 1,4% de la superficie totale de la Terre. Et ça regroupe 60% de toutes les espèces végétales et animales qu'on connaît, qui sont nécessaires à la survie de l'homme. Donc ça vous donne une idée de l'importance de la région océan Indien. Maintenant, il faut aller plus loin au niveau de l'éducation de la jeunesse, des enfants, parce que c'est eux qui sont là, qui vont prendre la relève. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un gros effort au niveau de l'éducation des jeunes.